pour un moment de satisfaction, mais un vide qui revient aussitôt parce que c'est toujours vide quelque part. En fait, toutes ces compensations ne remplissent pas le vide, ne font que le masquer. Bon Thierry, merci d'avoir accepté l'interview. Moi, je t'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Donc, tu es thérapeute, psychothérapeute. Enfin, pas psychothérapeute, psychopraticien. Psychopraticien depuis plusieurs dizaines d'années. Tu es passé par la naturopathie aussi. Tu as écrit plusieurs bouquins sur la psychologie, on peut dire. Oui. Et tu as fondé une approche qui s'appelle la maïeusthésie, que tu enseignes aussi. Est-ce que, au niveau de la présentation de qui tu es, de ce que tu fais, tu vois des choses à rajouter? Alors, là, je suis psychopraticien depuis 44 ans. Ça fait 4 décennies, 4 bonnes décennies. C'est vrai que j'ai commencé par la maïeusthésie. Et puis, ça fait 44 ans que je suis à Bergerac, que j'ai ouvert mon premier cabinet. Après, j'ai été vers la formation. Et puis, j'ai écrit des bouquins parce que je souhaitais que les personnes qui ne peuvent pas venir en formation puissent bénéficier de l'information malgré tout. Après, j'ai fait un site internet. Il y a 2700 pages en ligne qui permettent d'être consultées gratuitement par les personnes qui veulent avoir de l'info sur le sujet. Et puis, moi, je forme des praticiens depuis, j'ai pas le nombre d'années en tête, mais depuis un certain nombre d'années, peut-être une vingtaine d'années, je forme des praticiens. Et il y a des formateurs aussi, et puis la maïeusthésie prend sa place. Alors, qu'est-ce que c'est que la maïeusthésie? Pour la présenter, la maïeusthésie, c'est en fait le fait d'accompagner quelqu'un dans ce qu'il y a déjà en lui qui émerge. J'ai utilisé ce terme parce que les personnes parlaient de méthode tournevis, et je voulais pas que ça prenne cette allure-là. Moi, j'ai jamais pensé faire une approche. En fait, mon idée, ça a toujours été de faire ce que j'ai à faire pour que les gens soient mieux accompagnés. Et puis, petit à petit, comme ça avait une spécificité, les personnes parlaient de méthode tournevis. Je dis, on va pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai choisi de la baptiser avec un mot, un nom. Et comme j'étais assez sensible à l'étymologie, j'ai pris maïeusthésie en m'inspirant de maïotika, qui veut dire art d'accoucher en grec, et asthenesthé, qui en indo-européen, ça signifie être sensible. Donc c'est être sensible au fait que les gens sont en gestation d'eux-mêmes et ils sont en train d'émerger, d'accoucher d'eux-mêmes, et on accompagne cette émergence des gens, cette réhabilitation de zones qui ont été mises un peu à l'écart, ou de déploiement de qui ils sont. Et je trouvais que le mot désignait bien ce qui se passe dans l'approche. Donc ça s'approche maïeusthésie, ça s'appelle comme ça. Ça permet d'avoir une désignation spécifique sans mettre forcément mon nom avec. Tu as dit que j'ai découvert ça. Oui, c'est plus mettre en mots quelque chose que je découvre qu'inventer quoi que ce soit. Je ne fais que nommer ce que j'ai observé dans mes expériences cliniques. Je ne suis pas avec une méthode, en fait. C'est pas une méthode du tout. Justement, ça m'intéresse parce que ce que tu as dit, c'est aussi que toi, tu n'as pas lu des bouquins, puis tu t'es pas basé sur des bouquins pour créer quelque chose. Tu as d'abord expérimenté et avec ce que tu vivais en séance, tu as fondé la maïeusthésie, ou en tout cas mis en mots ce que tu expérimentais en séance, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai eu cette formation de psychosomaticien au départ qui m'a amené à démarrer, mais en fait, j'ai pas lu tant d'ouvrages que ça, et c'est surtout l'expérience clinique qui m'a livré ce que je sais faire, ce que j'ai été amené à faire, et ce que j'ai choisi d'écrire, et ce que j'ai eu l'élan de partager, parce que j'aime bien partager, dans des conférences, dans des séminaires, puis dans des stages que j'ai animés. Ça fait aujourd'hui 35 ans que j'anime des formations, j'ai formé du personnel soignant pendant quasiment 35 ans. Donc, ce que j'ai découvert, je l'ai mis en mots. Puis à un moment, j'ai commencé quand même à aller voir davantage de ce que faisaient les autres, mais sur les 44 ans en tout, ça fait moins de 20 ans que je commence à regarder plein d'autres auteurs. Et je sais pas si c'est avantageux de ne pas l'avoir fait plus tôt ou un inconvénient. Je crois que c'est finalement un inconvénient, parce que j'ai pu structurer cette approche sans être influencé par trop de courants, quels qu'ils soient. Et puis après, quand j'ai lu ce que faisaient les autres, j'ai vu ce que chacun faisait d'intéressant. Maslow, Jung, Rogers, Gunlin, Jaspers, Heidegger, plein de gens qui ont dit des choses vraiment intéressantes, et aussi des philosophes et plein d'autres gens. Et ça m'a permis de voir comment ces personnes disaient des choses que curieusement j'avais vues sur le plan clinique, mais que j'avais déjà structurées, donc j'ai bénéficié de ce qu'ils disaient, mais sans être influencé par la structuration que eux en avaient fait. Ok. Et j'ai perdu ma question. Si. Tu travailles, on pourrait dire, tu me corriges si c'est pas le cas, sur les traumas notamment, pas que ça, mais quand tu dis réhabiliter ou faire déployer les êtres qu'on a, on pourrait dire, mis de côté, c'est souvent en lien avec des traumas. Est-ce que déjà tu valides ça ou...
Alors, c'est vrai que s'il y a un trauma en myosthésie, on sait faire l'accompagnement. C'est pas forcément que ça. Mais si on veut définir la myosthésie, il y a deux choses. La myosthésie, c'est d'une part une approche de communication et d'autre part une approche de psychothérapie. En communication, c'est une spécificité particulière, c'est que les interlocuteurs, les êtres, le quelqu'un compte plus que les informations, c'est-à-dire le quelque chose qu'on fait circuler entre ces individus. Et on s'aperçoit que plus on priorise les êtres, mieux l'information passe. Parce que l'idée, c'est qu'elle passe quand même. Et elle passe d'autant mieux que les êtres comptent plus que l'information. Ça, c'est ce qui spécifie, puis plein d'autres choses, mais c'est un des éléments clés de la communication. Et sur la psychothérapie, ce qui spécifie la myosthésie, c'est qu'on est surtout sur un volet qu'on pourrait appeler de psychologie de la pertinence. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder dysfonctionnement comme on le fait en psychopathologie, le DSM-4 parle le trouble, c'est un dysfonctionnement biologique ou mental. Il peut y en avoir, mais c'est pas ça qu'on va prioriser là, et c'est pas non plus comme en psychologie de la santé de regarder quelles sont les ressources pour les mobiliser. En fait, c'est simplement regarder quelque chose de pertinent qui s'accomplit chez la personne, et on va accompagner cette pertinence. C'est-à-dire que le symptôme ne manifeste pas un dysfonctionnement à cet endroit-là, mais généralement deux choses. Soit il y a eu un clivage suite à un trauma, donc là on va retrouver les traumas, et on va permettre une remédiation entre les endroits clivés dans les psychés, et le symptôme sert à ça, on suit son chemin, ou alors la personne a juste besoin de devenir qui elle a à être, et c'est pour l'accompagner dans son déploiement. Comme si elle avait besoin de rejoindre quelque chose qui lui ressemble vraiment, qui allait vraiment. Abraham Maslow disait qu'il espérait que les praticiens qui accompagnent des patients seraient davantage des gens qui les aident à devenir qui ils ont à être que de les guérir d'une maladie. C'est assez touchant qu'il ait envisagé cette éventualité. Ouais, et justement, tu partages un truc que nous, c'est notre philosophie avec Théo, quand on accompagne les gens, c'est que le symptôme, c'est pas le vrai problème. Théo, il dit souvent, ce que tu prends pour un dysfonctionnement, en fait, c'est un parfait fonctionnement, mais tu ne vois pas encore que c'est un parfait fonctionnement. Et évidemment, nous, les gens, ils viennent nous voir avec, mon dysfonctionnement, c'est, je sais pas, que j'ai de l'anxiété, que j'ai tel trouble, que j'ai un manque de confiance, et le but, et c'est dans cette mentalité dans laquelle on vit, c'est je vais essayer de combattre mon dysfonctionnement. Parce qu'il y a un truc qui cloche chez moi, il faut que je supprime ça. Donc toi, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que c'est non seulement c'est pas le problème, le symptôme, mais que en plus, c'est la solution, parce que c'est ce qui nous permet d'aller rencontrer. C'est comme si c'était l'entrée sur le chemin. Le mot symptôme est intéressant au niveau étymologique, sum pim time, c'est quelque chose qui tombe en même temps au-dedans et au-dehors. Et donc si on regarde ce qui se trouve au-dehors, on peut trouver ce qui est au-dedans. C'est l'idée, l'étymologie de symptôme. Mais pip time, c'est amusant parce que ça a donné pétéré et ça a donné pétition. Et je trouve ça amusant de voir que le symptôme qui a l'air d'être quelque chose qui nous fait souci, c'est juste comme une pétition qui aurait été signée par des endroits en soi qui attendent une attention qu'on ne leur accorde pas. C'est une manifestation, c'est une manif intérieure, mais c'est une manif qui attend une reconnaissance, pas qui attend d'être dégommée. Oui, c'est ça. Et donc le symptôme, c'est vraiment un allié pour faire le chemin, c'est pas quelque chose qu'on combat, sans perdre de vue que parfois il est tellement inconfortable que c'est légitime que la personne ait envie de s'en débarrasser. Oui, oui. Et donc, en fin de thérapie, elle ne l'aura plus, mais pas parce qu'on l'aura enlevé, mais parce qu'il aura cessé d'être nécessaire, ce qui n'est pas la même chose. Mais on n'explique pas tout ça à quelqu'un qu'on accompagne. Oui. Puis je pense qu'il faudra que les gens y réécoutent la vidéo, qu'ils repassent doucement ce que tu viens de dire, parce que c'est tellement à l'opposé dans la culture dans laquelle on vit que la première fois qu'on entend ça, on se dit mais alors attends, déjà mon symptôme c'est pas le problème, comment ça? Et en plus c'est la porte d'entrée qui me permet de. Et en fait on est énormément à imaginer qu'il faut enlever ces symptômes comme si on chassait quelque chose de mauvais en soi. Et j'étais amusé quand j'ai découvert que Freud avait écrit que en fait il n'y a pas de différence entre un psychanalyste, un psychiatre et un exorciste parce que tous combattent le mal. Alors c'était une pirouette, on va pas prendre ça forcément au sérieux, je suppose qu'il l'a pas dit en voulant qu'on prenne au sérieux, mais c'est pour montrer à quel point tout le monde est un valeureux combattant de ce qui va pas. Et là justement, c'est autre chose, c'est qu'au lieu de détecter ce qui va pas pour le corriger, on est attentif à ce qui va bien pour l'accompagner. Du coup, c'est une démarche qui est assez inhabituelle. On n'est pas les seuls en myosthésie à voir ça, mais c'est assez touchant et ça rentrerait dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie de la pertinence. La psychopathologie gère les dysfonctionnements, la psychologie de la santé gère les ressources pour les mobiliser, et la psychologie de la pertinence identifie les pertinences à l'œuvre pour les accompagner. C'est trois voies de la psychologie complètement différentes.
Et il y en a pas une qui est bonne, les autres qui sont mauvaises. Simplement, si je cherche toujours des dysfonctionnements alors que c'est des pertinences accompagnées, ben, je les verrai pas et ça va pas fonctionner. On a le même travers, si on cherche des pertinences et qu'un dysfonctionnement, il peut passer inaperçu. Donc l'idée, c'est d'être aussi ouvert que possible et puis ben, chacun sa compétence. C'est quoi pour toi les conséquences du trauma et les conséquences de peut-être la manière dont généralement on gère entre guillemets un trauma? Alors le trauma, en fait, dans la psyché, c'est comme s'il y avait deux pulsions différentes. Alors les notions de pulsion, c'est pas les mêmes exactement qu'en psychanalyse. Les pulsions, en myosthésie, on évoque une pulsion de vie, une pulsion de survie. La pulsion de vie a tendance à maintenir la cohésion au niveau de la psyché, c'est-à-dire qu'on est une entièreté, on est complet. L'individu que l'on forme une entièreté. Et malheureusement, quand il y a un trauma, bah, c'est difficile. Quand on vit quelque chose de très douloureux, celui qui est impacté, celui que nous sommes et qui est impacté, c'est difficile de le garder avec soi. Sinon, on pourrait être un peu explosé avec une émotion trop envahissante. Donc celui qu'on est qui a vécu cette émotion trop envahissante, on va le mettre un peu à part. Et là, c'est une autre pulsion, la pulsion de survie. Ça se réfléchit pas, ça se fait tout seul. C'est pour ça que c'est pulsionnel. Ça se met à part. Et comme c'est à part, bah, on n'est pas impacté trop par l'émotion. Mais du coup, il nous manque quelque chose de soi. On n'a plus l'entièreté. Et la pulsion de survie, qui est garante de notre intégrité, va récupérer ce qu'on a éloigné, ce que la pulsion de survie éloignée, va le récupérer de côté. Et on le récupérera ça plus tard, quand on aura la maturité pour le faire. Donc, pour que ça puisse se récupérer, la pulsion de vie qui garde en même temps va aussi provoquer des symptômes. Les symptômes, c'est ces manifestations qui pointent vers l'endroit de soi à réhabiliter. C'est pour ça qu'on va l'écouter avec soin, le décrire avec soin, on va y arriver, on pourra peut-être en parler plus en détail tout à l'heure, et ça va permettre de récupérer cet élément de soi qui manquait. Donc la source du symptôme, c'est la pulsion de vie, mais en attendant que cette pulsion de vie provoque le symptôme et qu'on puisse suivre le chemin, entre les deux, ce vide qu'on ressent suite au clivage, la pulsion de survie est sympathique aussi, elle nous aide à compenser ce vide. Alors comment on compense? Il y en a qui mangent du chocolat, il y en a qui boivent, il y en a qui prennent de l'héroïne, il y en a d'autres qui font du sport, d'autres qui bossent beaucoup. Tout, à part les addictions, tout peut être addictif, quoi que ce soit, et est utilisé comme compensation. Évidemment, il y a des choses qui sont plus nobles que d'autres, ou plus dommageables que d'autres. Quelqu'un qui, par exemple, lit énormément de façon addictive, c'est quand même beaucoup moins impactant que s'il boit beaucoup. Mais les deux peuvent être une addiction. Quelqu'un qui boit peut être un onologue, ou quelqu'un qui est très fin sur l'alcool, mais c'est pas un alcoolique. Donc c'est une question de mesure, on va pas diaboliser. Quelles que soient les choses, on va pas diaboliser, mais c'est une question de mesure. Et la compensation rend moins insupportable ce vide intérieur que nous ressentons. Il y a souvent des vides qu'on a à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal d'endroits de notre vie qu'on a mis de côté. Okay. J'aime beaucoup à ce titre ce que disait le philosophe Sénèque, qui disait en fait, notre vie n'est pas longue du fait de sa durée, mais du fait qu'on n'en a rien retranché. Et c'est curieux parce que déjà à l'époque, il évoquait cette idée qu'il y avait une complétude à acquérir intérieurement et à pas se disperser, à pas mettre à distance. Maintenant, on peut pas ne pas se cliver parce que quand le choc est trop grand, on a besoin de clivage. Sinon, on pourrait pas s'en sortir. On exploserait, on n'a pas la maturité pour accueillir ça en soi, c'est pas possible. Donc si je résume, tu vas me dire si c'est juste, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas thérapeutes qui vont nous regarder et qui forcément ne sauront pas. En gros, au moment d'un trauma, on va se séparer d'une partie de nous. Je sais que t'aimes pas trop ce mot-là, pour des soucis de compréhension, on va dire d'une partie de nous. On va commencer comme ça, oui. Et du coup, il y a la pulsion de vie qui, elle, va tout faire pour générer des symptômes qui vont nous permettre de réintégrer cette partie de nous. Et au moment où on se sépare d'une partie, il y a une espèce de vide qui va se créer, et à l'inverse, la pulsion de survie, elle va essayer de compenser ce vide par des addictions, de la bouffe, du sexe, de la drogue, etc. Tout ce qui permet de penser autre chose, d'avoir l'impression qu'on est un peu moins vide. Alors évidemment, c'est un peu comme le fameux taux des Danaïdes, j'en parle dans un de mes bouquins, c'est-à-dire qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie pour un moment de satisfaction, mais un vide qui revient aussitôt, parce que c'est toujours vide quelque part. En fait, toutes ces compensations ne remplissent pas le vide, ne font que le masquer. Et masquer ce vide, on va dire c'est pas bien, mais si, c'est bien, ça permet de tenir en attendant. Mais en fait, masquer un vide, ça supprime pas le vide, il est toujours là.
Et quand l'énergie diminue, on peut plus le masquer, la compensation ne marche plus, le corps ne supporte plus, on n'arrive plus à faire, ou pour des raisons sociales, on n'arrive plus à faire la compensation. Et quand on n'arrive plus à faire la compensation, le vide réapparaît, et ça s'appelle une dépression. Et quand le vide réapparaît, c'est comme si la conscience commençait à se rouvrir au fait qu'il y a un endroit à accueillir. Si c'est accompagné, ça le fait. Si c'est pas accompagné, ça peut être compliqué. Alors, je pense qu'il y a besoin peut-être de reformuler un petit peu ça. Moi, j'aime beaucoup déjà en formation là pendant la semaine, tu nous as dit, tu as pris la métaphore du téléphone avec la part de nous qui, entre guillemets, par l'élan de survie, dont on se sépare, va, elle, justement, à un moment de notre vie, nous rappeler de différentes manières, sous différentes formes, de différentes façons, comme si on recevait des coups de fil. Et voilà, et tout ce qu'on a pu voir, c'est que nous, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas en Occident, mais de manière naturelle, nous, les êtres humains, on a plutôt tendance à taire le téléphone, raccrocher le téléphone. C'est du spam, entre guillemets, comme tu disais. Voilà, on prend les appels, les symptômes comme des spams, et puis tant qu'on peut supprimer, on supprime. C'est ça, et tant qu'on peut supprimer, on supprime. Et on est bien accompagné par un élan social autour qui nous invite à supprimer. Sois fort, te laisse pas aller, te laisse pas abattre, n'y pense plus. Et puis, médicalement, on va éventuellement anesthésier le truc aussi. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a jamais besoin d'apaiser la dimension du symptôme, parce que quand il est trop envahissant et que c'est trop douloureux, on est très content de trouver des psychiatres qui ont des médications qui permettent de rendre les choses moins insupportables, parce que ça va tant que c'est pas trop insupportable, mais quand c'est extrêmement insupportable, le fait qu'il y ait des médications qui permettent de faire, et des médecins qui soient capables de s'occuper de ça, c'est remarquable. Le problème, je compare souvent ça à la péridurale, aider une femme à pas avoir trop souffrir quand elle accouche, c'est une magnifique idée. Par contre, une fois qu'elle souffre plus, c'est bien, mais il faut quand même faire l'accouchement. Parce que si elle souffre plus, mais qu'on oublie de faire venir le bébé, c'est fâcheux quand même. C'est ça. Et bien là, c'est un peu du même ordre. Le fait qu'il y ait moins de souffrance, c'est magnifique. Et heureusement que ça existe et qu'il y a des gens compétents pour utiliser ça. Par contre, faire venir l'accouchement, c'est plus délicat. Et les symptômes, on les aime pas parce que souvent, ce qui est manifesté dans le symptôme est analogue souvent à ce qui a été éprouvé à l'endroit qui a été mis à l'écart de notre vie où ça a été mis à l'écart. Donc, tu veux dire que le symptôme du présent, il va être potentiellement similaire à celui qu'on expérimente. Ce sera analogue, c'est-à-dire que j'ai une phobie, mais qui ressemble à quel point j'ai eu peur à un moment de ma vie. Et en fait, souvent, le symptôme pourrait être utilisé même pour valider ce qui a été éprouvé à ce moment de notre vie. Tu parlais de téléphone, j'ai effectivement évoqué ça, et on pourrait presque dire que le symptôme, c'est comme une sonnerie personnalisée qui indique qui nous appelle. Mais justement, à chaque fois que c'est ça, on répond pas, quoi. Jusqu'au moment où on n'a plus l'énergie pour le mettre à distance et on est obligé de regarder. Alors, soit ça se fait seul parce qu'il y a une prise de conscience, et ça peut tout à fait arriver, la vie est faite pour ça, on n'est pas obligé forcément d'avoir un praticien pour avancer. Hein. C'est important que les gens le sachent, que c'est un phénomène naturel qui s'accomplit, sauf que des fois, on a un petit peu de mal parce que notre culture ne nous habitue pas à ça, mais c'est fait pour se faire naturellement. On se retrouve à faire des choses qui ressemblent à ce qu'on a besoin de regarder à un moment dans sa vie, et de ce fait, ça s'accomplit. Ah oui, c'est vrai, c'est comme si, je prends l'exemple assez ordinaire de l'adolescent qui en a marre de ses vieux qui lui permettent pas de sortir. À chaque fois, ils font la tronche quand il veut faire un tour. Et puis, ouais, mes vieux, ils comprennent rien, il y en a marre. Et puis, souvent, ça peste un maximum. Et puis, un jour, ils sont adultes, un jour, ils forment un couple, un jour, ils ont des enfants, un jour, leurs enfants sont ados, et un jour, leurs enfants leur demandent de sortir. Et puis, ils se disent, oui, c'est vrai que ça fait chier quand même. Quand les gamins demandent de sortir, on est inquiet, on sait pas quoi faire. Et ils se rendent compte qu'ils font comme les parents. Et en devenant comme les parents, c'est comme si, quelque part, ils leur redonnaient une place et ils se rapprochaient d'eux. Bon, ça, c'est le mécanisme naturel, en fait. Et quand ça arrive, ça, soit ils se rapprochent des parents, soit ils se détestent eux-mêmes parce qu'ils trouvent qu'ils font trop pareil. Mais en même temps, dans ce que tu dis, où tu dis, et c'est vrai, la plupart du temps, parfois il n'y a pas besoin de thérapeute, parfois juste simplement la vie fait que ça va guérir entre guillemets tout seul, et en même temps je me dis, mais le poids de notre culture, faut pas vivre ses émotions, il faut combattre le symptôme, il y a tellement de choses qui bloquent ce processus naturel. Est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même des moments où c'est
j'irais peut-être jusqu'à dire indispensable pour certaines situations de ouais là en fait tout seul j'y arrive pas quoi. Alors, pour beaucoup de choses de la vie, il y a un chemin qui peut se faire seul, si on a un peu de perspicacité, si on regarde, si peut-être on peut lire des choses, on peut avoir une sensibilité qui permet ça. Mais quand il y a un trauma majeur, je pense à un deuil, je pense à un accident, je pense à quelqu'un qui va vivre un attentat, quelqu'un qui a eu un accident grave où il a failli mourir, quelqu'un qui a une pathologie grave ou qui a vécu une amputation, il fait avec, hein, il n'y a pas le choix. Mais souvent pas en très bon état. Et une aide extérieure peut être bienvenue quand même, là, pour des choses extrêmes. Maintenant, attention, les choses extrêmes, c'est une évidence qu'il y a pratiquement personne ne peut le vivre sereinement, mais il y a parfois des événements apparemment anodins qui sont vécus comme des choses extrêmes et qui ont besoin quand même d'être accompagnés. Et il y a aussi, t'as souvent parlé de trauma positif et de trauma négatif. Il y a aussi du coup dans ce que tu appelles les traumas négatifs, juste un moment où, par exemple, pour donner un exemple de ce que peut être un trauma négatif, ça peut être j'ai manqué de l'amour de mon père, et ça pour moi ça peut être quelque chose d'énorme, par exemple en tant que petit enfant, si on imagine cette scène, et donc du coup ce trauma négatif peut être aussi énorme qu'un trauma qui peut être positif. C'est d'autant plus difficile que le trauma négatif, il n'y a pas de trace. Si je me suis fait insulter toute mon enfance, c'est sûr qu'il y a un trauma positif de réception d'insultes. S'il y a des coups, c'est pas pire, les deux sont difficiles. Et si les coups sont mortels, c'est pire, évidemment. Mais il y a aussi, et ça va souvent avec le trauma négatif, le trauma positif. Le trauma positif, c'est quand il y a, négatif, c'est quand il n'y a pas. Et le trauma négatif, c'est, par exemple, mon père a jamais été méchant, mais il m'a pas regardé. Il a jamais fait attention à moi, ou ma mère, ou mon grand-père, ou ma grand-mère. Et en fait, la personne qui n'a jamais reçu d'attention ou d'amour, peut se retrouver avec une blessure plus grande que quelqu'un qui a pris des coups. Mais quelqu'un qui prend des coups, généralement derrière, il y a aussi ce manque d'amour, ce qui fait que derrière le trauma positif, il y a souvent aussi ce qu'on appelle un trauma négatif, un manque qui parfois peut être plus dommageable qu'un trauma positif. Et puis la gravité du fait, moi j'aime bien citer cet exemple, un médecin qui nous citait l'exemple qu'il avait eu dans son service, deux situations, un monsieur qui s'était fracturé le pied, métatarse, et puis une fille qui était devenue paraplégique suite à un accident, et il disait, le monsieur portugais, pour lui, sa culture, faut bosser, sinon on mérite pas de vivre, il avait envie de se suicider, il avait une fracture du métatarse, et la fille, qui était paraplégique, disait, c'est extraordinaire, depuis que ça m'est arrivé, je crois que je vais créer une association, mes parents vont m'apprécier, je serai utile au monde, et ma vie commence. Et là, on ne sait pas quoi penser, parce que le vécu qui est objectivement plus grave est moins bouleversant pour la personne que l'autre qui a l'air plus anodin, mais qui est la fin du monde. Et ça me fait penser à ce que me disait une psychologue que je trouvais super, que j'avais eu en stage dans un établissement. Elle me dit, mais moi, quelqu'un vient de perdre sa famille, je l'écoute. Quelqu'un est effondré parce qu'il s'est pété un ongle, je l'écoute pareil. Parce que derrière ça, il peut y avoir quelque chose qui est important pour ce monsieur portugais, c'est sa culture, qui est plus que respectable, et on ne va pas démonter sa culture pour lui dire qu'il a tort, et pourtant, on ne va pas non plus dramatiser avec lui, mais on ne va pas banaliser. Donc on va l'accompagner par rapport à ce chemin, le respect de sa culture. L'idée, c'est pas de l'éloigner de sa culture, mais de lui faire regarder sa culture avec une délicatesse, différemment. C'est pas lui dire c'est nul, tous les gens qui vous ont élevé sont nuls. C'est pas acceptable, on a besoin de racines aussi. Et des racines parentales, mais des racines aussi de nos pays, de nos ancêtres. On a besoin que ça ait une place et que ce soit pas méprisé. Toutes ces approches qui méprisent les parents ou les cultures, c'est dommageable pour les patients, c'est pas cool. Hein. Et merci de partager ça, parce qu'il y a aussi l'idée nous tu vois en séance, on a très souvent, puis nous les premiers, des gens où il y a ce besoin de légitimer ce qu'on ressent. Est-ce que l'événement extérieur, il est suffisamment gros pour que je puisse m'autoriser à ressentir ce que je ressens? Ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème qui n'est pas des moindres. Il arrive qu'on ait vécu telle ou telle chose. Oui, je sais que dans mon enfance, à l'école, j'ai été embêté par ceci, cela, par des profs d'école, des copains d'école ou d'autres, ou que mon parent était comme ci, comme ça. Et donc, je comprends tout à fait pourquoi aujourd'hui, dans ma vie, j'ai telle et telle difficulté. Et quelque part, on instrumentalise l'événement qui a été vécu pour justifier ce qu'on sent aujourd'hui.
Et tout ça, c'est rangé, c'est casé, on a tout compris. Ça change rien, mais on a tout compris. J'aime bien ça change rien parce que ça améliore pas la vie de la personne. Bah, voire pire, hein, voire pire même. Et en fait, il y a un truc qu'on fait facilement en magnésthésie. Par exemple, je demandais au patient, remettez l'attention vers celui que vous étiez à ce moment-là, celui dont il pense qu'il a vécu le truc tragique. Je dis OK. Et au lieu de lui demander ce qu'il se rappelle avoir vécu, je dis pas qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là. Je dis voilà, mettez l'attention sur celui que vous étiez, demandez à celui que vous étiez, c'est comment ce que tu vis. Et parfois, on arrivait à des trucs incroyables où celui qu'il était le regarde, c'est intérieurement, bien sûr, c'est pas une hallucination ni une vision, c'est intérieur. Mais celui qu'il était s'adresse à lui, le regarde et lui dit « Non mais moi ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je me sens bien, c'est toi qui n'as pas l'air en forme, moi j'ai aucun souci. » Et on découvre que on a dramatisé quelque chose qui en fait n'était pas pénible pour celui qu'on était. Et il y a aussi l'inverse. Comme j'ai vécu un truc difficile et que j'ai pas envie d'être embêté, c'est vrai que j'ai vécu la moitié de la fin du monde à ce moment-là. Mes parents étaient pas agréables, tout ça, et puis j'ai quand même besoin qu'ils existent un peu. Et puis je vais me dire bon, finalement, j'étais jeune, je me suis pas rendu compte, j'avais pas la maturité. En fait, c'était pas si grave que ça. Je l'ai dramatisé à l'époque, mais c'était pas si grave. Et on va banaliser quelque chose afin de se soulager artificiellement. Et c'est le processus inverse. En fait, quand je demande à celui que j'étais, quand on demande à celui qui était le patient, c'était comment pour toi? On demande au patient, demandez à celui que vous étiez, c'est comment pour toi? Ça donne une réponse, et la question qui se pose, est-ce que cette réponse est plus fiable que la réponse qu'on a dans la mémoire? Eh bien, on est incapable d'objectiver, parce que la mémoire remasterise sans arrêt, en permanence, tous les souvenirs, donc c'est pas une preuve que c'était ça, et quand on retrouve celui qu'on était qui nous dit je l'ai bien ou je l'ai mal vécu, c'est pas une preuve non plus que c'était comme ça, c'est pas objectivable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute celui qu'on était et qu'on le valide dans son ressenti, au niveau thérapie, ça fonctionne et le symptôme disparaît après. Donc, ce qui est objectivable, c'est le résultat. Par contre, prouver que la mémoire marche mieux que de demander à celui qu'on était, on peut rien objectiver par rapport à ça. Mais par expérience, on voit bien que des fois, on instrumentalise quelque chose en l'exacerbant, en montant en épingle, en disant « ouais, c'est ça, c'est terrible », ou d'autres fois, non, ça, c'était pas grave. Et que le regard qu'on a dessus, c'est pas celui-là qui compte. Yes. Moi, j'aimerais bien entendre ta vision sur la dépression. J'ai lu plusieurs choses que tu avais écrites là-dessus. Nous, avec Théo, enfin, j'ai parlé pour moi, mais je pense que Théo, c'est pareil, on voit un peu la dépression comme une espèce de porte d'entrée, justement aussi, d'opportunité. Et c'est pas l'image qu'ont les gens de la dépression. Souvent, c'est une maladie, ou c'est un dysfonctionnement encore du corps, ou d'autres choses, et c'est comme si c'est pareil, la dépression, on la combat, et même généralement, ce combat va accentuer encore plus la dépression. C'est quoi ton regard, toi, sur ça? Le regard, c'est étonnant, on en parlera demain dans la formation, justement, de ça. Mais on va répondre tout de suite, voilà. Vous allez avoir une avance. En fait, la dépression est bien un effondrement, comme on le croit. D'ailleurs, dépression, ça veut dire creux, effondrement. C'est bien un effondrement, mais c'est pas un effondrement de la conscience ou de la psyché, c'est un effondrement de l'énergie. C'est le moment où il n'y a plus d'énergie pour compenser et on peut plus faire comme si. On peut plus re-remplir le fameux tonneau d'Anaïde en se disant « ouais, ça le fait ». Non, j'ai plus rien à mettre dedans, je peux plus, il n'y a plus d'énergie. Et quand l'énergie s'effondre, les compensations disparaissent. Quand les compensations disparaissent, le vide réapparaît. Ce vide, c'est ce qui fait la dépression. Et ce vide n'est pas un effondrement de la conscience, mais un premier niveau de conscience. Et grâce à ce vide, si on en fait bon usage, et éventuellement si on est bien accompagné, on peut retrouver ce qui a été mis à l'écart, lui donner sa place et faire que ce ne soit plus vide, ce qui fait qu'au lieu de le compenser, on le comble. Et là, il se passe autre chose. Combler et compenser, c'est pas la même chose. Compenser, c'est masquer. Combler, c'est effectivement remplir. Et ce vide de la dépression ne peut être comblé que par ce qui attend de se trouver là, dans ce vide. Ok, je vais encore reformuler, parce qu'évidemment, toi, tu balances très très vite, mais donc si je suis ce que tu dis, c'est... C'est bien, c'est bien. En gros, tout le monde, je pense, tous ceux qui vont regarder la vidéo ont déjà eu la sensation de « ah, je sens un vide en moi ». Et donc, on peut passer beaucoup de temps et faire beaucoup de démarches pour essayer de masquer le vide par tout un tas de choses dont tu as parlé, des addictions, ça peut être du travail, ça peut être n'importe quoi. Et qu'au moment où on n'a plus d'énergie,
et qu'on arrête de compenser ce vide, c'est-à-dire il y a la dépression, finalement on commence à sentir ce vide, et sentir ce vide va nous permettre d'aller vers quelque chose qui est plus durable, on va dire, et qui va nous permettre vraiment de le combler, qui est potentiellement, en réintégrant les êtres de nous dont on s'est séparés, toucher quelque chose d'autre, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. J'aime bien quand tu parles des autres de nous. Tout à l'heure, on a parlé de part de soi. On n'est pas très heureux, mais je t'ai dit avec la notion de part de soi, parce que c'est pas des morceaux de soi. C'est vraiment des êtres de soi, des êtres de nous, qui nous constituent, qui chacun contiennent l'entièreté de soi, un peu comme chacune de nos cellules contient l'entièreté du génome, chaque être de soi contient l'entièreté de soi, et c'est pas des morceaux, quoi, parce que morceaux, c'est assez disgracieux. Et effectivement, ce vide, on va accepter de le sentir, on va aussi l'écouter, on va voir les émergences, ce qui se passe, à quoi ça ressemble, et on va trouver un chemin qui va s'ouvrir vers un endroit, un être de soi qu'on va réaccueillir, qui va se déployer à nouveau à l'intérieur, et il n'y aura plus de vide. En tout cas, il n'y en aura plus à cet endroit-là. Et c'est intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est même en ressentant ce vide, c'est là où on va permettre que les êtres émergent. Tu vois, c'est comme si justement on repermettait le processus naturel de se faire, quoi. Et tant que le vide est bouché, enfin est masqué, c'est comme si les êtres ils étaient bloqués, ils pouvaient pas, quoi. C'est ça. On cache le vide, on voit pas qu'il manque quelque chose, quoi. Et en même temps, c'est légitime en attendant d'avoir la maturité pour le faire, parce que tant qu'on n'a pas la maturité pour le faire, c'est salutaire d'avoir un moyen de cacher ça. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des gens qui passent leur vie à masquer ce vide? Oui, mais on est doué pour ça quand même. On est doué. Et puis on est dans une culture de la compensation. Enfin bon, ça a toujours été certainement, mais aujourd'hui on a peut-être encore plus de moyens de compenser. En tout cas dans notre culture, pas dans toutes les cultures, mais dans l'Occident on a beaucoup de moyens de compenser. Et du coup, beaucoup de moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Mais même quand on a peu de moyens, on cherche toujours quelque chose qui va nous permettre de contourner l'inconfort. Je sais pas ce qu'on va dire, c'est humain. Enfin, c'est pas. Sauf que quand il y a beaucoup de moyens, c'est facile d'accès. Quand c'est trop facile, on fait que ça. Et si on fait que ça, quelque part, on pourrait presque se perdre en compensation et oublier de vivre. Et à force de compenser, c'est comme si on passait sa vie sans la vivre. Ce que disait Sénèque encore, je reprends cet homme-là, c'est assez curieux, dans l'Antiquité, qui expliquait que quelqu'un qui passe sa vie, c'est des compensations, à jouer aux échecs ou à se bronzer au soleil, parce qu'il faisait ça aussi à l'époque, non, eh bien, risque de finir sa vie à peine plus évoluée qu'un nouveau-né. C'est comme s'il avait passé du temps de vie, mais il n'a pas vécu vraiment, il n'a pas existé, sa vie est inexistante, même si elle a duré un siècle. Et c'est vrai que si on passe sa vie à compenser, on arrive avec un vide existentiel, et quelquefois on pense plus à développer l'ego et la personnalité, la force et la réussite, que de développer la dimension intérieure, le fait de se sentir être et de rencontrer les autres et d'être dans le monde. On ne peut pas le reprocher, parce que c'est un peu ça qui est proposé quand même. Donc, pour oser faire autrement, il faut oser faire un petit peu différemment que ce que beaucoup de monde font, mais il y a quand même des personnes qui sont dans cette dimension, bien sûr. Quand on dit ça, j'ai un peu peur quand je dis ça, qu'on ait l'impression qu'il y a des gens tout blancs, tout noirs, ou tout, c'est très mitigé, on est un peu ceci, un peu cela, il y a un peu de tout, enfin, j'invite à pas faire des catégories. Mais moi, je trouve intéressant que tu pointes la notion de, entre guillemets, la culture qui nous donne un accès tellement facile aux compensations que, évidemment, en fait, en 2 clics, je peux avoir de la bouffe, ceci, cela, un truc, et du coup... Et puis, il y a autre chose aussi par rapport aux symptômes et tout. Moi, je pense à Toby Nathan, qui travaille en ethnopsychiatrie, qui a remarqué qu'en fonction de lui, il a traversé plusieurs cultures, il accompagne en fonction des cultures des gens, et il a remarqué que les patients, ils ont des pathologies qui correspondent à la culture dans laquelle ils se trouvent. C'est celles qui sont attendues dans la culture où ils se trouvent. Donc ça interroge énormément. Du coup, on se demande si le symptôme décrit ce qu'on a ou si on l'a parce qu'on l'a décrit. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je vais pas dire que c'est nul. C'est pas simple, simplement. C'est pas simple. Et on voit à quel point c'est un impact. Le psychiatre Jean Maisondieu disait ça, quand on diagnostique quelqu'un, on sait pas trop si on décrit ce qui se passe ou si on produit ce qu'on prétend décrire. C'est pas pour dire c'est nul, c'est pour dire c'est délicat et c'est pas si simple. Alors, les personnes se dépatouillent là-dedans comme ils peuvent, et c'est vrai qu'on est vraiment dans
On est quand même dans cette culture, on va combattre ce qui ne va pas, on va être plus fort, et après ça ira mieux. Avec des moyens divers qui peuvent être psychothérapiques, chimiques, sociaux. La notion de combat est très forte. Donc avec ça, c'est difficile peut-être de faire autrement. Il n'y a pas une éducation qui nous dit « Ok, tu sens quelque chose, tu vas l'écouter. » Et ça t'amène à un endroit où ça mérite d'être entendu. Et justement, moi, je rebondis là-dessus parce que j'ai été frappé par ton exemple, l'exemple que tu avais donné, où justement, dans une maison médicale, une maison de soins, ou un centre de soins, je sais plus, il y a justement des patients qui, des fois, interpellent des soignants en leur disant je vais pas bien, mais en le disant de manière assez subtile, comme je refuse de me nourrir, je refuse d'aller me laver, je refuse de... etc. Je crois que tu avais pris l'exemple de la toilette, je refuse d'aller me laver. Et on a justement des soignants qui sont pas si... Enfin, en voulant être trop bienveillants, finissent par, du coup, être malveillants. Oui, alors c'est... quelqu'un qui veut pas faire sa toilette, qui est fréquent dans un EHPAD, par exemple, qui n'a pas trop envie de se laver, j'ai pas envie de me laver, le patient, le soignant gentil va dire « mais vous vous sentirez mieux après », il va essayer de le rassurer. C'est pas méchant. Mais du coup, ce que sentait le patient, il peut s'asseoir dessus, ça n'a pas lieu, quoi. Quelqu'un d'un peu plus délicat, ça vous embête, qu'est-ce qui vous embête? Et la personne va dire, ça me gêne de me faire laver par quelqu'un. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. C'est pas méchant, mais en même temps, il a besoin qu'on l'entende, on l'entend pas. Et d'autres soignants qui seront, soit parce qu'ils ont été formés, soit parce que spontanément, ils ont quelque chose de plus profond qui les anime, vont lui dire, c'est vraiment embêtant pour vous, qu'est-ce qui vous embête? Et puis la personne va expliquer, il y a ça, et on va dire, s'il y a ça, je comprends que vous n'avez pas envie de le faire, alors comment on pourrait faire? Ils vont faire équipe, et ils vont vraiment être dans un partenariat au niveau du soin qui va être exceptionnel. Je pense à une infirmière que j'avais en soin sur quelque chose d'assez grave, d'assez lourd, quelqu'un qui était en syndrome de glissement, qui refusait de manger, qui allait mourir, quoi. Et on se demandait, toute l'équipe cherchait comment stimuler cette personne. Et puis, il n'y arrivait pas. Malgré la bonne volonté du staff et l'humanité de l'équipe, personne n'y arrivait. Et cette infirmière, inspirée, pas par une formation, je vais dire par son bon sens, simplement, elle revient vers ce patient, elle le regarde, et encore une fois, il refuse son repas. Et elle lui dit juste, vous voulez plus. Elle reconnaît qu'il ne veut plus, sous-entendu vivre. Hein. Vous voulez plus. Il regarde, il se sent entendu, et à partir de là, il remange. C'est beau. C'est de la longue thérapie, hein. Une phrase. Hein. C'est ça. Et on ne mesure pas à quel point une petite phrase de reconnaissance apporte plus qu'un long discours pour rassurer. Et ça, pour avoir fréquenté le monde du soin en formation pendant 35 ans, hélas, on n'arrête pas de dire dans toutes les études des soignants, il faut rassurer les patients. Je leur dis, faites gaffe, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, mais qu'on entende qu'ils sont inquiets. Et les informations rassurantes, on les donne après. Mais d'abord, reconnaître qu'ils sont inquiets. C'est pas de la méchanceté que de les rassurer, c'est à la fois la formation, et puis c'est une maladresse culturelle, parce que notre gosse a peur d'aller à l'école, on va lui dire, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, quoi. Et c'est pas faux que ces peurs sont exacerbées, mais ça serait bien qu'on entende de quelle nature est sa peur, quoi. Et on n'est pas habitué à entendre, on est habitué à rassurer. L'enfant qui tombe et qui se fait mal, quel parent n'a pas dit à son gamin, pleure pas, c'est rien. Pour le rassurer, c'est pas méchant. Mais en attendant, une fois qu'il pense qu'il est nul au point de pleurer pour rien, ça va être compliqué de se construire avec ça. Alors que si on lui dit, tu t'es fait mal, oui, ou ça, là, ok, c'est très fort, oui, comment ça va, il part jouer, quoi. C'est fini, il a été entendu. C'est fou, hein. C'est pas si plus compliqué que ça, en fait. Hein. Ça peut parfois être plus compliqué, je donne des exemples pour que ce soit accessible, mais c'est des choses qui sont simples et c'est curieux qu'on les ait pas. Et je cite l'exemple de cette infirmière qui dit à ce monsieur, vous voulez plus, parce que c'est aussi simple que ça, et ça marche, et c'était pas la formation. J'ai un autre exemple d'une personne qui se retrouve avec une patiente la nuit qui dit je veux mourir, et qui fait un peu ce qu'on a vu en formation, parce qu'elle lui dit ce serait mieux pour vous si vous étiez morte. Et la personne lui dit oui. En quoi ça serait mieux? Je pourrais retrouver mon mari. Et lui dit vous aimez beaucoup votre mari? La personne dit oui avec un sourire comme ça, de voir qu'elle est reconnue dans l'amour qu'elle a pour son mari. Elle passe une nuit paisible et tout se passe bien.
La plupart du temps, on n'entendra pas ça. Je voudrais mourir, mais il faut pas dire ça. Pas bien. Ne dites pas ça. Votre fille va venir demain, pas content de la voir, etc. Et en plus, on la culpabilise. Culpabiliser en plus. Culpabilise parce qu'elle ne tient pas compte de sa fille. Et puis, elle va dire, mais oui, mais mon mari, je pourrais le retrouver, mais votre mari est mort et votre fille qui est vivante, vous n'avez pas envie de la voir. Et en fait, on lui fait disparaître son mari une seconde fois. C'est pas méchant, mais qu'est-ce que c'est maladroit. Purée, qu'est-ce que c'est maladroit. Et voilà, donc, et je peux dire quand même, parce que quand je dis ça, je donne l'impression peut-être de critiquer le monde soignant, et j'ai surtout pas envie de ça, c'est tellement un métier difficile. Pendant 35 ans, j'ai formé des soignants, j'ai vu que des gens heureux de savoir qu'on peut faire autrement et d'avoir envie de le faire et de s'y mettre à le faire, quoi, parce qu'ils ont envie de le faire. C'est tellement ça. En fait, j'ai envie de dire, on a les fausses informations. On nous dit faites ce qu'il faut pour laver le plus de personnes possible, faites ce qu'il faut pour consoler les enfants. Enfin, et en fait, on refuse. On est en train de nous dire ce qu'il faut pour laver le plus de gens possible. Les gens ont besoin d'être propres, il faut faire des toilettes. Il y a quand même des problématiques importantes, aussi bien pour des directeurs d'établissement que pour des soignants. Si j'impose une toilette à quelqu'un qui ne la veut pas, je suis maltraitant. Mais si je ne fais pas les toilettes pour qu'ils soient en bonne santé, je suis maltraitant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de juste? Ça pose des problèmes d'éthique qui sont compliqués parfois. Faut faire attention de pas mettre ça comme ça à la hache en disant c'est bien, c'est mal, c'est nul. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la plupart, si juste ils avaient l'information, ils seraient heureux de faire... J'ai constaté ça pendant 35 ans. J'ai formé tout un pôle gériatrie. C'est compliqué d'objectiver les résultats, mais ce qu'on a eu à la fin, c'est que un pôle, c'est plusieurs services. Et ils avaient moins de lettres de plainte. Donc c'est plus serein pour les familles. Et puis pour les soignants, de ne pas recevoir l'agressivité des familles, c'est sympa aussi, quoi. Plutôt. Parce qu'ils ne le méritent pas non plus, mais en même temps, les familles, ils ont leurs inquiétudes, et c'est normal aussi, c'est légitime. C'est pas non plus dire les soignants sont extraordinaires, les familles sont nulles. Les familles font ce qu'ils peuvent aussi avec ce qu'ils sentent. Mais ils ne sont pas entendus, et les soignants font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas appris à entendre les familles. Enfin bon, c'est un ensemble. Et puis, aujourd'hui, dans le monde du soin, il y a autre chose quand même, qui joue un peu, mais c'est pas la seule raison, c'est qu'il y a pas tellement de personnel pour beaucoup de patients. Et on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Moi, j'ai vu une infirmière me dire, si je pose des perfs, j'espère qu'on ne me demandera pas ce qu'il y a dedans, parce que même dire ce qu'il y a dans la perf, j'ai pas le temps. C'est à la fléchette, quoi. Et quand on en arrive là, on arrive à un truc incompressible, et c'est compliqué de faire un soin de qualité. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Donc, il y a aussi ça. Alors on dit c'est à cause des directions, mais les directions ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne aussi. Et donc on cherche toujours des coupables, mais c'est une sorte d'ensemble, un système assez complexe et où tout le monde fait pour le mieux. Ça serait bien qu'on voit l'implication de chacun, depuis la direction jusqu'à l'aide-soignante ou la femme qui fait le ménage. Tout le monde fait pour le mieux et tout le monde se plaint un peu de l'autre, quoi. Donc c'est dommage parce que et puis l'État qui donne de l'argent, mais il donne l'argent qu'il peut en fonction de tout ce qu'il y a à répartir. Enfin, c'est pas. On aime bien canarder certains pour les accuser de tous les maux, mais voilà. Comment on fait pour se débrouiller avec ce qu'on a? Ce que je remarque, c'est que même quand on a du temps dans le soin, on a souvent du mal à faire un accompagnement de qualité parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de posture. Dire à quelqu'un qui a envie de mourir, ce serait mieux si vous étiez mort. Dire à quelqu'un qui a l'air de partir et de plus vouloir vivre, ça, vous voulez plus. Une phrase, c'est pas une question de temps. Par contre, c'est une question de disponibilité. Et quand on est surbooké, c'est pas toujours facile d'être disponible non plus. C'est plus de la disponibilité que du temps. Je vais changer de sujet. Dans tes livres, tu parles de la différence entre l'intérêt et l'attention, qui ont l'air d'être pour toi deux notions complètement, je sais pas si opposées, mais très très différentes en tout cas. Différentes, très différentes. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi la différence entre ces deux mondes-là, le monde de l'intérêt et celui de l'attention? Simplement, on s'intéresse aux choses et on a de l'attention vers les êtres. Quand on s'intéresse aux choses, on est intéressé, c'est-à-dire qu'on cherche un profit. Quand on a de l'attention vers les êtres, on est attentionné, on est en délicatesse. Et en fait, quand on est intéressé par les choses, les informations dans les échanges, quand les choses prennent plus de place que les êtres, on ne voit pas les êtres, et quand on ne voit pas les êtres, ils n'existent pas, et quand ils n'existent pas, ils ne nous entendent pas. Une chose simple en communication, par exemple, si on veut que quelqu'un nous entende, il y a un préalable incontournable, c'est vachement bien s'il existe avant. On ne peut pas être entendu par quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, lui donner existence, c'est lui donner de l'attention, être attentionné.
Et quand l'autre existe, on a une chance qu'il nous entende, mais si on le voit pas et qu'il n'existe pas, c'est pas étonnant que l'information n'arrive pas jusqu'à lui. Et envers les choses, on est intéressé. On peut être intéressé par quelque chose parce qu'on veut en tirer un profit. Parfois, on est intéressé par quelque chose pour mieux l'éviter parce qu'on n'en veut pas. C'est une autre forme d'intérêt. Et être attentionné, c'est différent parce que les êtres, on va avoir une qualité existentielle chez quelqu'un, même qui produit des choses pas très agréables. Ce qu'il fait n'est pas forcément extraordinaire, mais qui il est, dans son humanité, mérite d'être rencontré. Et quand on a son attention à cet endroit-là, il existe plus, et quand il existe plus, il fait mieux ce qu'il fait. Mais ce dont tu parles, pour moi, c'est un vrai changement de paradigme, et moi j'ai l'impression que 99% des relations qu'on peut avoir, si je fais un espèce de moyenne, on n'est que sur de l'intérêt. On n'est pas vraiment attentionné envers la personne. En fait, on va vers une personne parce que justement, on a quelque chose à y gagner, quoi. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est le philosophe anglais Bentham qui parlait de la main invisible. Je crois que c'est lui. Je sais plus, à moins que ce soit un autre, mais je crois que c'est lui. En fait, qui part du principe que l'égoïsme de chacun autorégule le monde, quoi. D'un certain point de vue, c'est pas que faux, mais bon, ça tient pas complètement la route. Il explique par exemple que le boulanger ou le boucher font du bon pain et de la bonne viande, pas par philanthropie en vis-à-vis des clients, c'est pour avoir plus de fric parce qu'il aura plus de clients. Et les clients vont chez lui, pas spécialement pour lui rendre service et qu'il gagne sa vie, simplement parce qu'ils ont envie d'avoir des bons produits. Et que l'égoïsme de l'un ajouté à l'égoïsme de l'autre fait que ça tourne pas mal, quoi. Seulement, l'égoïsme fait qu'il y a des malins, des duperies, des profits, des trucs qui font que ça vient complètement biaiser le truc. C'est pas si simple, c'est là où il n'a pas tout à fait raison. À l'inverse, on notera quand même que même quelqu'un comme Darwin avait remarqué que l'évolution a fait qu'arriver à l'homme, le mieux adapté, c'est pas le plus fort. Le mieux adapté, c'est celui qui sait prendre soin du plus faible, parce que la coopération, en termes d'efficience, l'emporte sur la concurrence. Donc ces comportements de concurrence avec intérêt, ce sont des comportements fossiles, quelque part, et c'est comme si on était en train de se chercher dans un fonctionnement différent, qui existe quand même un peu déjà, mais qui est quand même pas complètement mis à l'honneur. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait ce constat-là, qui dit moi j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses par intérêt et j'ai envie de basculer entre guillemets sur de l'attention et donner de l'attention là. Ce serait quoi pour toi le moyen de faire ce switch vers le monde de l'attention, quoi? Soit il suffit de découvrir que les autres existent, on a l'élan d'aller vers eux et ça suffit. Soit on a beau le savoir, on n'a pas envie. Ça va être souvent. Alors disons qu'on a l'élan. Mais parce que tu dis découvrir que... Non mais, découvrir que les autres existent, donc ok, j'ai l'élan de voir ça, mais en même temps, enfin tu vois, on a tellement baigné dans ça, que moi si j'ai l'élan de faire ça, tu vois. Il y a deux pièges. Il y a le fait, je pense qu'à moi, c'est que de l'intérêt, je veux tout pour moi, je fais pas gaffe aux autres, et je veux de mal à personne, mais je veux profiter, et si ça fait du mal à quelqu'un, j'y peux rien. Enfin il y a ces postures, on les connaît bien, ces postures. Et puis il y a l'autre qui a compris que c'était pas ça, qui d'un seul coup veut une générosité débordante, qui donne tout à tout le monde, qui veut rien pour lui, et qui arrête pas d'inonder l'autre de plein de choses. Et ça, c'est pas quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un de submergent, qui veut tellement bien faire pour l'autre et qui veut rien pour lui, que lui-même n'existe pas. Et donc l'autre en face se retrouve face à quelqu'un qui n'existe pas et qui est en train de le submerger. Du coup, c'est pas confortable non plus. C'est des caricatures, ça. Et en fait, si je m'aperçois que j'aimerais être généreux, parce que j'ai conscience que l'humanité, ça a une certaine dimension, puis quand je me regarde et si je suis honnête avec moi-même, je suis quand même un peu égoïste, j'ai envie de profiter, je pense à mon intérêt, et puis je cherche ce qui est intéressant, je suis pas forcément attentionné envers les êtres dans leur humanité. Si je suis honnête et que je me regarde, je me dis, ah oui, je fais quand même un peu ça. Le fait de lutter contre, ça marchera pas. C'est pas la peine. Par contre, ce que je peux me demander, tiens, c'est vrai que je cherche beaucoup d'intérêt. En quoi cet intérêt est important à mes yeux? Qu'est-ce que je viens nourrir chez moi avec cet intérêt? Et je vais trouver un endroit en moi qui a besoin de ça probablement pour compenser quelque chose. Et je vais m'occuper de ce que ça compense. Séance de maïesthésie en direct. Parce que là, du coup, si j'ai bien compris, ce que tu viens de dire, c'est de regarder en quoi, parce que ça peut être une compensation en fait. Si je suis que dans l'intérêt, c'est forcément une compensation. C'est forcément une compensation. Ça peut être... Ça peut pas être que culturel.
Ça peut être en partie culturel aussi, oui. Mais la culture amène à de la compensation. Si vous voulez, ce qui est intéressant, ce cher Abraham Maslow, que j'aime beaucoup, et qu'on a carrément momifié dans une pyramide, le pauvre. Enfermé dans une pyramide. On parlait de pyramide, Maslow, mais pourquoi on nous emmerde avec La vérité est révélée. Maslow n'a jamais parlé de pyramide. Il a parlé de hiérarchie des besoins, et il a expliqué qu'il y avait des besoins physiologiques. Alors, faut manger, boire, et respirer un peu, parce que pas manger, ça dure un peu, pas boire, c'est moins long, et pas respirer, c'est encore plus court. Donc, il y a des minimums quand même, et pas avoir trop froid, etc. Après, quand le besoin physiologique est fait, il y a les besoins psychosociaux. Les besoins psychosociaux, c'est le besoin de sécurité. J'ai besoin de pas trop me sentir en danger, sinon ça fait souci. Le besoin d'appartenance, j'ai besoin de me sentir dans une communauté. Il y a une autre appellation du besoin d'appartenance, le besoin de proximité sociale. Je crois que c'est en psychopositif qu'on évoque ça, et je trouve que c'est joliment dit. C'est pas tout à fait pareil. Proximité sociale, c'est plus existentiel. Le besoin d'appartenance, c'est plus passif. Et pour être dans le groupe, je vais accepter d'être rien du tout autre que ce que le groupe veut pour pouvoir être inclus dedans. Donc je n'existe pas pour pouvoir appartenir. C'est particulier. Et puis si on monte un petit peu, dans les besoins psychosociaux, on va trouver le besoin d'estime, c'est-à-dire le besoin de valeur. On veut être estimé comme ayant une grande valeur aux yeux des autres, et on va avoir l'air de quelque chose de très balèze, très fort, mieux que tout le monde, mais quand même dans les créneaux qui sont acceptés pour faire partie du groupe, mais être le meilleur du groupe. Et puis après, il y a ce que Maslow a repéré, qui sont les besoins ontiques, et qui ne sont pas une cerise sur le gâteau de la pyramide, mais qui sont une sorte de fondement, puisque ces besoins ontiques, existentiels, qui sont le besoin d'amour, de reconnaissance, d'harmonie, de justice, de justesse, d'équité, etc., eh bien, ces besoins, quand ils sont nourris, ça va bien. Et souvent, on confond le besoin d'amour avec le besoin d'estime. Le besoin de reconnaissance et d'amour, c'est sentir qu'on existe aux yeux de quelqu'un qui est heureux de nous voir, alors que le besoin d'estime, c'est le besoin de valeur. C'est pas du tout la même chose. Et quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de tous et qui est admiré de tous peut se sentir désespérément seul parce que vu de personne. On voit ça chez quelques artistes parfois qui sont adulés de tous et qui se trouvent profondément déprimés parce que rencontrés par personne. Moi, j'irais même au-delà des artistes, les gens. Enfin, et je m'inclus dans les gens. Oui, bien sûr. Si on reçoit beaucoup d'admiration et qu'on n'est pas rencontré, il y a une sorte de désolation existentielle. Et alors, ce que Maslow évoque, qu'on n'évoque pas, malheureusement, c'est que quelqu'un qui est comblé au niveau ontique peut supporter des frustrations sur n'importe quel niveau, pourvu qu'elles ne soient pas létales et très graves. Alors que quelqu'un qui est frustré sur le plan ontique, sur les autres niveaux, on lui donne n'importe quoi, il est insatiable, ça n'ira jamais. Il pourrait se sentir pas en sécurité, même s'il est dans un groupe, en dehors d'un groupe. Sécurité, dans un groupe, il est le plus beau, le meilleur, il a plein de fric, il a tout qui va bien dans sa vie. S'il est frustré sur le plan existentiel, une fois qu'il a pu avoir des poignées de porte à ses portes, et puis qu'il a des portes à sa maison, ce qui est déjà pas mal parce qu'elle peut fermer, c'est bien. Et puis il va rajouter une porte plus jolie à côté, puis après il va mettre une poignée en or parce que c'est mieux, puis après il faut mettre des petits incrustés, des petites pierres précieuses dedans. Et puis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour me donner cette impression de valeur, de prestige? Et puis, au bout du prestige, il est toujours aussi vide et c'est terrible. Avec un truc plus dramatique pour cette personne, c'est qu'une fois qu'elle a tout fait pour être mieux, qu'elle voit que c'est pareil, elle peut même pas avoir l'excuse que si je faisais plus, je serais mieux. Parce que souvent, c'est ça, c'est si je fais plus, je serais mieux. Mais une fois qu'on a tout fait plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est presque plus déprimant, quoi. On pourrait presque dire que celui qui manque de trucs est moins en danger parce qu'il peut toujours se dire si j'avais ça en plus, je serais mieux. Mais une fois qu'il l'a, s'il est pas mieux, comment il fait? J'ai même la sensation là maintenant quand on parle la plupart du temps on a un vide et on est amené à chercher par l'intérêt à combler ce vide, etc., à trouver des stratégies. Enfin, le corps trouve naturellement des stratégies pour combler le vide. Mais j'ai l'impression que plus on comble le vide, plus le vide prend plus de place. Et plus c'est dur de le combler, en fait. Alors, c'est pas plus on comble le vide, plus il prend de place, c'est plus on le compense, plus il réclame d'être rempli. C'est ça, oui, c'est ça. Plus on le compense, plus il réclame. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ce vide qui aurait pu être abordé plus rapidement, il est obligé de prendre un peu d'importance pour qu'on le manque pas, parce qu'apparemment on est un peu aveugle, on a un problème de presbytie existentielle, on voit pas le truc, donc il faut que ça devienne beaucoup plus gros pour qu'on puisse le percevoir, parce que ce vide désigne un endroit où est censé se trouver ce qui en nous est inestimable et auquel on n'a pas donné de place.
C'est-à-dire celui qu'on était qui a vécu un trauma. Pour celui qu'on était qui a vécu le trauma, l'événement traumatique est une horreur, le ressenti est terrible, mais celui qu'on était est inestimable. Et souvent, on a une acuité qui ne nous permet pas de différencier suffisamment entre le drame de l'événement et la qualité de l'être qu'on était quand l'événement eut lieu. Et tout le travail thérapeutique consiste à récupérer une acuité qui fait qu'on ne nie pas le drame qui s'est passé, on ne nie pas la douleur qui a été éprouvée, mais on ne nie pas non plus le côté inestimable de celui qu'on était, qui enfin peut retrouver sa place, pour qu'il n'est plus mélangé avec tout ça. Merci pour cette précision. Ouais. Moi, il y a une question que j'avais très envie de te poser, qui a un peu moins à voir avec la psychologie, tout ça. C'est quoi pour toi une vie épanouie? Ouf, c'est simple ça. C'est simple. Bah, j'ai attendu la fin de l'interview pour te poser cette question. C'est quoi une vie épanouie? Honnêtement, je ne crois pas que j'ai la réponse à ça. Ça pourrait ressembler à quoi? En tout cas, c'est une vie dans laquelle on ose être qui on est, on n'essaye pas d'avoir l'air, on n'essaye pas de paraître, on ose être qui on est avec ce qu'on sent, et aussi dans le respect d'autrui. C'est-à-dire que je suis pas dans le jugement, je suis dans le respect d'autrui, en même temps je suis dans l'affirmation de qui je suis, j'ose être qui je suis, y compris avec des choses qui sont pas forcément appréciées, mais que je mets pas contre les autres. Ça permet d'être plus épanoui. Maslow nous le dit, hein, la vie épanouie, c'est quand les besoins ontiques sont nourris. Et peut-être le fait d'être vu par quelqu'un qui est heureux de nous voir, ça nourrit quelque chose. Moi, je me souviens toujours, je donne souvent cet exemple qui m'avait profondément marqué dans un EHPAD, une jeune résidente de 65 ans, parce qu'elle avait des troubles cognitifs, et donc elle avait de l'énergie, elle nous aide à mettre les tables et tout. C'était une des rares personnes jeunes donc, parmi les résidents. Et cette personne s'assoit avec nous dans le stage, et puis on la laisse venir avec nous. Et à un moment, sans protocole, parce que les personnes en troubles cognitifs n'ont pas beaucoup de protocole, elle nous dit, moi j'ai un copain. Alors, je dis, ok, vous aimez bien voir votre copain, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez votre copain? Elle me dit, j'aime bien voir mon copain, oui. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui est chouette quand vous voyez votre copain? Elle me dit, bah quand je vois mon copain, je vois un humain. Ça a acheté un froid quand même. L'équipe de soignants qui était autour, on se dit, ah oui quand même. Et alors je lui demande, il y a d'autres aides que vous aimez bien voir? Elle dit, oui, avec mon copain, on va au restaurant des fois. Et au restaurant, il y a un chien. Je dis, c'est chouette quand vous voyez le chien? Et alors elle nous fait une réponse, mais c'est incroyable. Désolé pour le micro. C'est incroyable. Elle nous dit, oui, le chien, il vient vers moi sans qu'on lui dise, il est heureux de me voir. Oui, comme tu dis. On était tous bouleversés, quoi. En fait, être vu par la vie, ça nous remplit. C'est fou de... Attends, moi, faut que je fasse une pause avec cette phrase, hein, parce que si on peut pas passer en mode vite fait, ok. Moi, excuse-moi, je te coupe, mais c'est que ça me fait tout de suite, ça me renvoie tout de suite vers un enfant, tu sais, ce truc de, des fois, on voit un enfant qui nous dit un truc, ou tu sais, qui nous met une main sur l'épaule, mais c'est tellement spontané, pas calculé, sans recherche d'un retour ou quoi, que t'es obligé de, il y a un truc en toi, ça fait, ah ouais, tu vois, comme une fille qui dirait à son papa, papa, t'es mon meilleur ami, mais sans qu'elle le fasse pour lui faire plaisir, juste elle le dit avec une sincérité telle que... Que tu sois vu comme ça par l'être que tu aimes, ton amoureux, ton amoureuse, que tu sois vu comme ça par ton père ou ta mère, que tu sois vu comme ça par un de tes enfants, et même que tu sois vu comme ça par un étranger, ça vient toucher. Évidemment, plus c'était proche, plus c'est touchant. Hein. Et bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? Et sans que personne ne soit méchant, le parent va voir son enfant, l'enfant va voir son parent, le conjoint va voir son conjoint, mais ne voit pas les êtres qu'ils sont. On ne mesure pas la chance qu'on a d'être à côté d'un être, et on n'a pas le goût de le rencontrer dans sa nature intime telle qu'il est, et de s'émerveiller de le voir. Et comme on ne s'émerveille pas, l'autre existe moins. Comme il existe moins, il nous manque. Et puis tout le monde est un peu en souffrance. Putain, moi aussi, il va falloir que je la regarde, mais au ralenti, parce que là, en une phrase, il faut arrêter toutes les 3 secondes. Attends, tu peux juste refaire celle-là? T'as dit le passage où tu dis, comme on ne le voit pas, il nous manque, c'est ça? Comme on ne le voit pas, il nous manque. Ouais, bah oui, logique. Non, mais bah oui. Et il nous manque d'autant plus que comme on ne le voit pas, ça l'aide pas à exister. Mais en même temps, comme il ne voit pas non plus du fait qu'il n'existe pas, on n'existe pas non plus. Il y en a comme ça des gens qui se méprisent pas, qui s'aiment bien, qui se fréquentent, qui vivent ensemble et qui s'emmerdent un peu parce que ils ont du mal
à voir la chance qu'on a d'être près de la vie. Je me souviens d'une personne qui me disait, je propose toujours aux gens d'être curieux de leur conjoint. Alors, je trouvais ça curieux comme phrase. Je dis oui, mais elle me dit curieux, cure, ça veut dire soin, cure. Et être curieux du conjoint, c'est considéré, elle parlait de ça en disant la personne qu'on connaît le plus et qu'on aime. Je ne parle pas de couple où c'est en difficulté forcément, encore qu'il s'agirait d'être curieux là aussi, mais pas une curiosité mal placée, c'est pas malsain. C'est curieux, l'autre me dit ce qu'il me dit, et ben quand il me dit ce qu'il me dit, j'ai envie de rencontrer en quoi c'est juste pour lui de me dire ce qu'il dit. Je ne pars pas du principe que je sais de quoi il s'agit. En fait, c'est se placer en non-savoir et en élan de découverte, même avec un être qu'on connaît parfaitement. C'est ça. Parce que si ça se trouve, ce qu'il sent, il n'arrête pas de me le répéter, je l'entends jamais. Ça fait 20 ans qu'il me dit un truc que je crois entendre, mais non. Ah, c'est ça que tu voulais me dire? Bah oui. Ouais, et il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à ça, et souvent les personnes âgées qui répètent tout le temps, il doit y avoir des trucs en boucle comme ça qui n'ont jamais été entendus, et on pense que c'est un délire, alors qu'en fait c'est la tentative d'accomplissement d'un truc qui est resté en suspens, que personne n'entend. Et on dit qu'elles sont séniles. Et on dit qu'elles sont séniles, oui. Il y a de belles histoires par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si on peut les mettre dans le... Si c'est pertinent, je crois que tu peux toujours couper. Si t'en as l'élan, vas-y. J'en ai l'élan, j'adore parler de la psychologue Naomi Feil, qui dans son ouvrage Validation mode d'emploi explique comment, petite fille, son père était directeur d'une maison de retraite, et elle était en amitié avec une jeune résidente, à qui elle confie ses histoires de petite fille. Elle était malheureuse, il y avait des petits trucs difficiles, et la jeune résidente lui dit, donc une personne un peu âgée quand même, mais jeune parmi les âgés, lui dit, bah, tu sais, moi aussi j'ai vécu des choses, hein, quand j'étais petite, j'avais avec moi un doudou, je l'emmenais partout, hein, c'était un lièvre en bois que j'appelais Creaky. Et un jour, dans une réunion parents-professeurs, ma mère me montre du doigt et dit « Qui peut vouloir être l'ami d'une enfant qui traîne cette horreur partout ?» Elle vient vers moi, me l'arrache des mains, le jette dans la poubelle. Et cette dame, qui s'appelait Florence, je crois, Florence Chu, je crois, dit à la petite Naomi Feil, tu vois, ce jour-là, je suis morte. C'est bouleversant quand on lit ça. Et Naomi Feil grandit, elle fait des études, elle va à la fac, elle devient psychologue, elle devient assistante sociale. Et puis, dans une des institutions où elle voit une vieille dame attachée dans un fauteuil profondément dégradé, qui pousse des cris incohérents. Et elle reconnaît cette Florence Chu de sa jeunesse. Elle s'approche d'elle, effectivement, c'est bien elle. Et d'ailleurs, elle la reconnaît. « Ah, Naomi, comme je suis contente de te revoir. » Et d'un seul coup, elle désigne une soignante qui passe. Elle dit « Dites-lui de me le rendre, c'est elle qui me l'a pris. » Et Naomi Feil, qui avait beaucoup travaillé sur leur formulation, la proximité, la confiance, lui dit « Qui vous a-t-elle pris? Parce que ça a l'air d'être quelqu'un tellement c'est important. » Et Florence Chu dit « Bah, Creaky, voyons. » Elle savait qu'il était Creaky. C'est-à-dire qu'en ayant un délire apparent envers cette soignante qui passe, elle parle au nom d'une enfant qu'on n'a jamais entendue. Elle n'est pas en train de perdre la raison, mais elle la retrouve. Sauf que quand on la ramène au présent et qu'on lui dit « mais cette dame ne vous a rien pris, elle est là pour vous soigner », on contribue à lui faire perdre la raison qui est en train de revenir. Enfin, je trouve cet exemple est bouleversant. Elle ne perd pas la raison, elle la retrouve. Celle-là, c'est une bonne punchline, ouais. Franchement. Il faudrait que cette vidéo soit vue par toutes les personnes qui Vous savez, quand on parle ça en service de gériatrie et qu'on explique ça par rapport aux personnes âgées, alors c'est vrai par rapport à d'autres systèmes de psychopathologie, entre guillemets, là où on a l'impression que la raison s'en va, elle est en train de revenir, et c'est particulièrement vrai pour les personnes en état de démence, mais souvent on propose de les resituer. C'est pas ridicule, parce qu'ils sont un peu perdus quand même, mais on ne devrait pas les resituer avant d'avoir validé la raison qu'ils retrouvent. Et ça, quand on dit aux soignants, ils sont très contents de l'entendre, mais on leur a enseigné autre chose, donc c'est pas facile. Yes. Moi, j'ai une avant-dernière question. D'accord, il y en a encore deux. Moi, aussi une. Ah, mais bon. C'est quoi pour toi qui empêche le plus un être humain d'être épanoui? C'est quoi qui empêche le plus d'un être humain? Alors, c'est marrant, c'est des questions. Waouh, qu'est-ce qui gêne le plus pour être épanoui? Avoir pris de la distance avec la vie, évidemment, la vie qui est en face de nous, mais même la vie qui est en nous-mêmes. Si on ne sait pas voir la vie qui est à côté de soi, c'est compliqué.
Et si on voit pas la vie en soi, c'est compliqué. Alors, à côté de soi, l'égoïsme dont on parlait, l'intérêt nous freine un peu dans le truc, culturellement. Et puis, en soi, c'est pas évident non plus, parce que, inversement, quand on veut s'améliorer, quand on veut regarder la vie en soi, on a la légende qui paraît que c'est égoïste. Et du coup, c'est un piège aussi. Si j'honore pas la vie qui est en moi, j'existe pas. Si j'existe pas, ben, j'offre rien aux autres. Les autres ont besoin de me rencontrer. Les autres ont besoin que j'existe. Et on n'imagine pas le fait que d'exister, c'est important pour les autres. On est plus inestimable pour l'autre qu'on ne l'imagine, pas parce qu'on est très bon, mais juste parce qu'on est vivant. Et le problème, c'est que quand on a du mal à être vivant, on essaye d'avoir l'air très bon, et du coup, on est très nul. Donc c'est triste pour soi, c'est triste pour l'autre, enfin, on se côtoie, on circule. Ça me fait toujours penser à ce film Clone, avec Bruce Willis, je crois, où on est dans une époque où les gens ne sortent plus pour éviter les meurtres, ils font sortir des clones à leur place. Les clones hyper photoshopés, vachement smart, tout super, quoi. Et les gens qui sont connectés aux clones, qui vivent les trucs par l'intermédiaire d'une connexion, et qui, eux, restent en robe de chambre. C'est un peu comme le télétravail, mais... Ils sont débraillés. Débraillés, pas coiffés, pas rasés. Et ça montre quelque part, alors en dehors du film, je le cite pas parce que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est juste un thriller science-fiction, c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il illustre pratiquement la vie sociale dans laquelle on donne à voir un personnage bien clean, et derrière, existentiellement, on est parfois quasiment végétatif. C'est troublant. Alors, il suffirait que quelqu'un nous voit un peu pour que d'un seul coup on se réveille. Et ce réveil, bah, c'est presque dans les contes, le baiser du prince charmant à la princesse endormie, quoi. Dès qu'on reçoit un peu de regard, un peu d'amour, un peu de lumière, bah, d'un seul coup on redevient un peu plus vivant. Et c'est pas qu'une question de technique, c'est une question de regarder la vie, simplement. Alors, ce qui fait qu'on n'est pas épanoui, bah, c'est qu'on s'est éloigné de la vie, hein, tout simplement. Mais je dis tout simplement, mais c'est pas si simple la réponse. Oui. Je sais pas si ça... Oui, si, moi ça me parle bien en tout cas. On peut être mort mais vivant. C'est un peu ça, et c'est étonnant, comme il y a des gens qui ont des intuitions, au lieu d'être dans le combat, je pense à ce film, Le Sixième Sens aussi, dans lequel le gamin voit des revenants qui font peur, et plus il se protège, plus ça fait peur. Et à un moment, il découvre avec le psy qui l'accompagne que ben, finalement, ça doit pas être des gens qui veulent te faire du mal, c'est simplement qu'ils ont un truc à te dire ou qu'ils ont besoin qu'on les entende. Et dès qu'ils acceptent de les entendre, ils arrêtent de faire peur. Alors je me dis, mais comment quelqu'un a eu l'idée d'un scénario comme ça, qui est complètement à l'envers de tout ce qu'on nous montre d'habitude, où il y a que des monstres à pourfendre, quoi. C'est très, très touchant, parce que c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des bonnes idées, qui vont dans ce sens de la reconnaissance. Alors là, c'est métaphysique, c'est des revenants, mais c'est pareil avec la psyché. Au fond, tous ceux qu'on a mis de côté, quand on y revient à l'esprit, c'est des revenants aussi, mais c'est pas des revenants au sens métaphysique, c'est des revenants parce que ça réclame une place, tout simplement. Et si on les accueille, ça cesse d'être chiant, c'est bien ça. T'avais une autre question, c'était la... J'en ai une dernière, et toi t'en avais une? Bah, moi j'en ai deux. En fait, on grappille à chaque fois. Hein. Alors, moi déjà, j'avais envie déjà de te poser, tu nous as parlé de Maslow, de Freud, de plein d'autres, de Darwin également, enfin toutes ces personnes qu'on connaît très peu ou qu'on connaît peut-être mal. On connaît à l'envers. C'est ça, qu'on connaît à l'envers. Moi, j'aimerais savoir, parmi ces personnes-là, je t'entends beaucoup parler de Maslow, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te touche particulièrement en Maslow. J'aimerais savoir c'est quoi ça. Moi, ce qui me touche chez Maslow, je sais que pendant des vacances, une fois, j'ai lu les 3 bouquins de Maslow disponibles. Je voulais découvrir Maslow. Aussitôt, j'ai fait un article sur lui pour le faire connaître, en le citant énormément, parce que c'est vraiment quelqu'un au niveau de la psychologie existentielle qu'on ne connaît pas. Ce qui me touche, c'est que il ne voit pas les problèmes, mais il voit la qualité des êtres, il voit pas qu'un truc à résoudre, mais à devenir qu'on a un être. Il voit les besoins existentiels comme étant un fondement et non pas une cerise sur un gâteau pyramidal. Il espère que les personnes qui sont accompagnées par des praticiens seront accompagnées pour devenir qu'elles ont à être et non pas qu'on va leur flinguer leur maladie. Il dit plein de choses énormes qu'on n'entend pas, qu'on voit nulle part ailleurs. Et je trouve ça incroyable. Alors, je regrette un peu qu'il ne nous ait pas donné des chemins thérapeutiques pour accompagner les gens, mais il nous donne la posture, et avec une précision incroyable. Maslow particulièrement. Maslow, vraiment, c'est
très fort. Mais j'aime bien aussi Fritz Perls avec la Gestalt thérapie, qui a amené quelque chose de révolutionnaire dans le fait de mettre en contact celui qu'on est avec celui qu'on était, avec ses jeux de chaises et tout. Bon, il a fait autrement, mais il s'est aperçu que la psychanalyse qu'il avait fait et que lui-même donnait ne le satisfaisait pas. Il a osé quelque chose de complètement différent. C'est des chercheurs, des pionniers qui se remettent en cause. C'est profondément touchant, c'est presque bouleversant. Mais il n'y a pas que ça. J'ai lu il n'y a pas très longtemps de Alexandre Grothendieck, c'est un mathématicien, un chercheur en mathématiques, médaille Fields, donc c'est quand même une pointure, et qui a écrit un énorme pavé de 1700 pages, Récoltes et semailles, et dans les 400 premières pages de son bouquin, tout ce qu'il dit au niveau de la posture du chercheur, il a abandonné la recherche tellement il trouvait que l'environnement n'était pas humain. Il a beau être dans la recherche mathématique, tout ce qu'il dit du chercheur, je reconnais la posture d'un praticien en psychothérapie, en myosthésie, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible que cet homme qui est dans la mathématique arrive à avoir une sensibilité, une humanité de cette qualité? Donc il y a des gens incroyables, même dans d'autres endroits, qui nous posent des propos, mais qui nous bouleversent même. Moi, ça me bouleverse quand je vois ça. Bon, il n'y a pas que, mais c'est pas mal déjà, ça. C'est bien, hein. Alors voilà, les gens, ce qui fait que j'aime bien ces personnes. T'en voulais d'autres? Je pense que, tu sais, j'étais en train de me dire, je pense que la dernière question, on a à peu près la même. Ah, je sais pas. Vas-y. Alors moi déjà, j'avais envie de savoir quelle est ta vision de l'être humain, comment est-ce que tu vois l'être humain, non pas pour que tu nous fasses un cours express et que tu nous décris, voilà, mais pour savoir plus, pour tendre vers quelque chose qui est, c'est quoi aujourd'hui, même la spiritualité ou l'intention qui t'habite, parce que je vois vraiment que tu nous regardes nous déjà en formation et que tu regardes l'être humain de manière générale avec beaucoup d'amour quand tu l'accompagnes. Donc voilà, c'est quoi ta vision de l'être humain? Est-ce qu'il y a une spiritualité, il y a une intention qui t'habite et qui t'est propre? J'ai envie que tu nous partages ça. Alors, c'est vrai que je n'associe pas vraiment la myosthésie et la spiritualité. Chez les êtres humains, plutôt que de parler de spiritualité, je veux bien parler de besoin de transcendance ou quelque chose qui est un peu au-delà, dont on a une intuition, on ne sait pas trop comment c'est, chaque culture l'exprime à sa façon, plus ou moins heureuse, mais parfois ça peut être extraordinaire. Quand je vois l'humain, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous anime et qui est du même ordre chez chacun. Je me suis toujours demandé pour quelle raison, quand j'ai animé ces stages pendant 35 ans, j'ai pas arrêté de dire à tout le monde d'être dans des milieux très différents, parce que j'ai formé beaucoup de soignants, mais j'ai formé des gens en préfecture, j'ai formé des gendarmes, des gens de l'armée, j'ai formé des personnels de préfecture, des contrôleurs d'impôts, des gens qui sont dans des univers que j'aurais pas prévu de rencontrer, et qui ont des problématiques avec les gens qu'ils rencontrent et qui ont besoin de s'y prendre différemment. Je pense à ce que j'ai fait une fois sur les risques psychosociaux pour des commandants et capitaines de gendarmerie et de l'armée. Et quand je leur parle de ça, je leur propose pratiquement que ce qu'il y a à faire, c'est l'inverse de ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est exactement ce qu'ils font. Ça pourrait être dérangeant. Et je m'aperçois qu'ils l'entendent, et je me dis, mais comment ça se fait que les personnes entendent ça? Et je crois qu'ils l'entendent parce qu'on leur parle d'humanité hors de tout dogme, hors de toute croyance. Ce qui est pénible, c'est que souvent, quand on parle d'humanité, derrière, il y a une idéologie qui vient nous encombrer. Et dans la mesure où il n'y a pas de dogme, pas d'idéologie, pas de croyance, ça permet d'être connecté à quelque chose d'intime qui nous habite. Alors, comment je vois l'humain? L'humain, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous était commun, comme disait Carl Rogers, plus c'est intime, plus c'est général. C'est-à-dire que plus on va dans la profondeur, plus il y a quelque chose qui nous concerne tous. C'est la surface qui diffère. Et c'est comme si j'étais sensible à cette profondeur qui nous est commune, paradoxalement, tout en reconnaissant, en validant la différence de tout le monde. Le droit à la différence, c'est pas uniformisé. C'est qu'on a un socle d'humanité qui n'est pas uniforme, mais où on existe tous. Et il y a des différences, et c'est parce qu'on a conscience de ce socle que ces différences sont beaucoup plus vivables, supportables ou rencontrables. Je ne sais pas si ça répond complètement à ton interrogation, voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors moi, ma dernière question... Ah, c'était pas tout à fait la même. Un peu plus perso, c'est quoi qui te nourrit, toi, au quotidien? Ah, c'est quoi qui me nourrit? Oui, c'est bien. Ce qui me nourrit énormément, c'est... Alors, ce que je fais en formation, ça me nourrit. Quand je fais des entretiens, ça me nourrit énormément. Quand j'écris,
Ça me nourrit, j'aime beaucoup partager. Ce qui me nourrit, c'est la rencontre avec des êtres. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est quand je fréquente des êtres que je rencontre pas. Je m'ennuie beaucoup. Mais bon, je peux y être, ça peut le faire quand même. C'est là aussi ce que disait bien Maslow. Maslow explique que quelqu'un qui est sensible à la dimension ontique souvent paraît asocial parce qu'il peut pas se nourrir des conversations habituelles. Et du coup, il a l'air asocial, mais non, c'est juste qu'il n'est pas à l'endroit qu'il nourrit. Bon, maintenant, c'est toute la différence avec quelque chose qui vient de toucher existentiellement et quelque chose qui est juste un brassage d'intérêts divers, qui peut aussi être amusant. C'est pas pour regarder ça négativement, mais bon, ça me nourrit pas. Et puis, ce qui me nourrit aussi, j'aime bien écrire de la poésie, je fais de la musique, je compose des chansons. Et puis, ce qui me nourrit quand même, juste par-dessus tout, c'est pas mal de l'évoquer, c'est que si le maesthésie a pu voir jour, c'est que j'ai partagé toutes mes découvertes depuis 50 ans avec ma femme, et quand même, au quotidien, partager ce qu'on découvre avec quelqu'un qui l'entend, et faire des échanges, et même de la thérapie ensemble, et même regarder des choses ensemble. Ce regard sur la vie, il est profondément partagé, et ça, c'est nourrissant. S'il n'y avait pas ça, ça serait bien. Le petit clin d'œil à ta femme est très beau en fin d'interview, magnifique. C'est très beau. Faudrait même presque un jour qu'on vous interviewe en couple. Bon, ça sera une autre. Faudrait lui donner sa place. Mais j'aime beaucoup dire souvent, parce que l'auteur de la maesthésie, Thierry Tournebise, j'aime bien dire qu'on a 4 enfants, la maesthésie c'est notre 5e. C'est une façon de dire. Et que celui-là, c'est moi qui l'ai porté, mais on l'a quand même fait tous les deux. C'est beau. Et les autres, c'est elle qui les a portés, mais elle les a aussi fait tous les deux. Elle en a porté 4, toi t'en as porté 1. Voilà. C'est ça, oui. Est-ce que l'accouchement était aussi éprouvant que... Alors, c'était plus long. Oui, c'est ça. Je vais pas faire d'évaluation si c'était plus éprouvant. Non, je crois que d'ailleurs ma femme a toujours eu beaucoup de bonheur à avoir nos enfants. Et moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à laisser émerger la myosthésie, ça a toujours été très savoureux. Mais jamais je n'aurais imaginé faire une approche. C'est peut-être intéressant de conclure avec ça aussi. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que les gens soient bien. Ça a pris une place. Je l'ai structuré parce que j'aime bien le partager. J'ai mis un nom pour pas qu'on parle de méthode Tournebise. J'ai fait des formations dans des structures. Des patients m'ont demandé aussi des formations. Je dis, c'est compliqué à organiser, il faut un groupe, faut une salle. Et la patiente me dit, je connais un groupe qui s'intéresse et j'ai une salle. C'est comme ça que j'ai fait mon première session. Comment ne pas se lancer, en fait? Tu peux pas dire, non, j'y vais pas, quoi. Donc j'ai fait cette première session qui a bien plu, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis après les gens m'ont dit, tu n'auras pas une suite. Alors j'ai fait un niveau 2 pour essayer d'étayer le truc, je pensais pas qu'on pouvait faire une suite. Puis après le niveau 2, plusieurs, ils m'ont dit, tu n'auras pas une suite. Alors j'ai fait un niveau 3, j'ai imaginé une autre démarche pédagogique pour compléter. Et puis après il y a eu le niveau 4, puis la certification qui est arrivée un peu par hasard, j'ai jamais décidé de la faire. C'était juste pour que les gens... si j'ai mis certification, c'était juste pour gérer le fait qu'une personne un jour a mis praticien certifié sur sa carte alors que j'avais certifié personne. Je dis comment je fais? Je pouvais lui dire, ça serait géré, mais je peux pas avoir ça dans le monde. Donc ce que je vais faire un annuaire de gens qui ont été formés et certifiés. Et puis ceux qui sont pas dessus, c'est à ceux qui consultent de décider si c'est compétent ou pas. Et c'est ce qui a lancé la certification que j'avais pas choisi de faire. Et puis ça a suivi, puis après les formateurs, ça m'était demandé, on aimerait bien former aussi, donc j'ai fait stage de formateur. Aujourd'hui, il y a 20 formateurs en myosthésie, il y a 10 certificateurs, et il va y avoir une fédération, il y a une association, on fait des colloques, il y a quelque chose qui s'est fait, parce que moi j'ai fait ça un peu tout seul, tout seul non, avec ma compagne, mais avec ma femme, mais là il y a des gens qui s'en emparent, il y a quelque chose qui commence à prendre corps, avec quelque chose de plus collectif, et puis des belles personnes qui sont vraiment dans la posture. Donc ça, c'est assez rassurant, parce que, ça peut aussi faire conclusion pour cet entretien-là, c'est que la question qui se pose toujours, quand on propose une approche, tant qu'on est là, on fait ce qu'on fait, le jour où on sera plus là, parce que la légende dit qu'un jour on n'est plus là. Je sais pas, on verra. J'ai jamais entendu ça. Et qu'est-ce que ça va devenir? Quand je vois ce qu'on a fait des propos de gens comme Darwin, comme Maslow, comme les hédonistes aussi, on pense qu'ils baffrent, alors qu'en fait ils sont capables de goûter le plaisir de tout ce qui passe, y compris d'un jeune. C'est complètement l'inverse de ce qu'on dit. Quand je vois tout ce qu'on a fait des propos de gens très profonds et qu'on leur a fait dire l'inverse de ce qu'ils disaient, je me dis quel est l'avenir de la myosthésie? Avec l'idée que finalement, pour que les gens soient compétents, il faut quand même qu'ils soient libres, on ne peut pas les contenir.
Et il faut qu'il puisse être créatif, et en même temps, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc il y a un peu un défi pour que ce soit pérennisé sans être figé. Voilà, c'est un petit peu la préoccupation, mais c'est pas une inquiétude plus que ça, c'est juste qu'on y fait attention, c'est tout. Donc voilà, il y a ça qui est en place, il y a ça qui se déploie, et c'est très touchant, c'est vraiment très touchant. Le premier colloque qu'on a fait il y a 2 ans, j'ai été quand même profondément touché qu'il y ait 40 personnes réunies qui venaient de tous les coins de France et qui se sont réunies pour travailler sur la myosthésie. C'était très touchant. Et tous très motivés. Super. Donc c'est touchant, c'est tout. Ça fait son chemin. Moi, je tiens plutôt à me mettre un peu à l'écart de ça et que ça vive, en fait. J'y suis, mais je suis un petit peu en retrait. Je suis pas. J'y participe, mais c'est tout, quoi. J'ai pas envie d'être celui qui dirige le machin. Ça m'intéresse absolument pas. Ok. Voilà. Merci Thierry. Merci. Avec plaisir. Puis merci à vous d'avoir l'élan de partager ça avec les personnes qui auront le goût de l'entendre. Et si ça peut rendre service aux personnes, c'est intéressant de les renvoyer sur les articles s'ils veulent, qui sont consultables gratuitement. Les bouquins, ça faut les acheter, mais ils les achètent chez le libraire. Et puis sinon, il y a d'autres vidéos aussi. Et puis il y a plein d'autres formateurs. Les gens verront ce qui les intéresse. Puis ils pourront aussi réécouter la vidéo et réécouter encore. Ils pourront réécouter. Et on ne peut pas terminer peut-être cette vidéo sans dire que j'invite tous les gens que je forme, et ceux qui vont lire et ceux qui écoutent la vidéo, à rester curieux de tout. De ne pas être mono-chemin comme ça. La myosthésie, c'est une façon d'être ouvert à d'autres approches aussi, et de chercher les étoiles un peu partout, et pas de dire il y a ça qui est vrai et ça qui est nul, quoi. De toujours essayer, même si ça c'est pas tout à fait juste, ouais, mais c'est juste par quel côté, quoi. Toujours avoir cette curiosité et cette délicatesse et cette souplesse. C'est pas dogmatique, surtout pas. Bon, ça fait une belle conclusion, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout. Ok, avec plaisir. Merci Thierry.